All right, pouvez-vous lever? The International Criminal Court is now in session. L'audience à la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Pouvez-vous s'asseoir? Good morning, everyone. Court officer, please call the case. Good morning, Mr. President, Your Honors. This is the situation in the Central African Republic 2 in the case of the prosecutor versus Alfred Lambot Yekatom and Patrice Edouard Ngaisona. Case reference ICC 0114, 0118, and for the record, we're in open session. Thank you very much. I ask for the appearance of the parties. Mr. Van der Poel for the prosecution first. Good morning, Mr. President, Your Honors. Good morning, everyone. The prosecution is represented today by Sylvie Wakcham in the back with Thomas Oya, Yassine Mosfa, Pierre Belbenoit-Avik, Maria Berdenikova, Lucio Garcia, Olivia Straubin, and myself. Good morning. Thank you. Ms. Rabesandratana. Bonjour Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Chambre, bonjour tout le monde. Les représentants légaux des victimes d'eux sont représentés aujourd'hui par Madame Paulina Massida et moi-même, Elisabeth Rabesandratana. Mr. Sepoun. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors. The former child soldiers are represented by myself, Dmitry Supron. Thank you. I turn to the defense. Ms. Dimitri next. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors. Good morning, everyone. Mr. Yekatom is present in the courtroom, represented today by Ms. Sarah Bafadel, Ms. Anta Gise, Ms. Sabrine Beysat, Mr. Guillaume Suzuki, and myself, Milan Dimitri. And Mr. Knopes, please. Very good morning, Mr. President, Your Honors. Good morning, everyone in the courtroom. The defense team, Ms. Ngaisona, is almost in its entirety in the courtroom. The first row, on the right side, is Ms. Chiara Giudici, Michael Rouse. On my left side, Barbara Matsula, Marie-Hélène Proux, Mrs. Knopes Hamburger, Carrie, Yaswina Eleftherio, Matthias Goffet, Sarah Peterson, Lena Guidou, Justine Kret, and Melissa Beaulieu. That was maybe one of my last tests as counsel to enumerate all the team members. But you've done well. Thank you very much, Mr. Knopes. As requested, the Chamber gives today Mr. Ngaisona the opportunity to exercise his right to make an unsworn statement in his defense according to Article 67, paragraph 1H. Mr. Ngaisona, you may remain seated if you wish to do so. You have the floor. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, distingués membres de la Cour, je suis très honoré, Monsieur le Président, et sincère du fond de mon cœur, de vous remercier de m'avoir accordé cette opportunité de m'adresser à vous et à la Cour aujourd'hui. Cette journée restera immortelle dans ma vie et je vous en remercie. Monsieur le Président, comme vous l'avez constaté sur le tableau, voilà le plan de ma déclaration de la date de la journée d'aujourd'hui, qui s'articule par l'introduction jusqu'aux élections de 2015 à Bangui. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, distingués membres de la Cour, je me nomme Édouard Patrice Ngaisona, arrêté à Roissy Charles de Gaulle après un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale le 12 décembre 2018 à 5 heures du matin, aussitôt à ma descente de l'avion.
et transféré le 23 janvier 2019 au centre pénitentiaire de la CPI, où je suis jusqu'à aujourd'hui. Votre honneur, je suis né le 30 juin 1967 à Ombela-Poko, Bangui. Je suis ingénieur des eaux et forêts, opérateur économique, et j'occupais des responsabilités suivantes. Nommé chef de service national de vulgarisation de la pisciculture par intérim au Centre piscicole national de l'Anja. Nommé chef de service matériel et financier au ministère des Eaux et Forêts. En 2013, nommé ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture. Les élections où j'ai été élu. Élu député du 4e arrondissement de Bangui en 2005 et de Nana Bakassa en 2011. Élu vice-président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale en 2005. Élu premier questeur à l'Assemblée nationale en 2011. Plusieurs responsabilités dans le football, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Élu président du club Stade centrafricain en 1997. Élu vice-président de la Ligue de Bangui en 2002. Élu président de la Fédération centrafricaine de football en 2008. Élu président de l'UNIFAC, Union des fédérations de football d'Afrique centrale, incluant 8 pays, à savoir la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et Sao Tomé et Principe. En 2017, élu membre du comité exécutif de la CAF en 2018. Les nominations dans le cadre sportif, Madame, Monsieur le Président, Monsieur les vice-président chargé de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations des Jeunes à la CAF. Membre de la commission chargée de l'organisation de la Coupe du monde de clubs de la FIFA de 2012-2017. Membre de la commission chargée des associations membres de la FIFA en 2017. Membre de la commission chargée de la Coupe d'Afrique des Nations en 2018. Les distinctions honorifiques, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Commandeur de l'ordre de reconnaissance centrafricaine en 2004. Commandeur dans l'ordre de mérite centrafricaine en 2005. Médaille d'or de l'ordre de mérite sportif centrafricain en 2009. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, distingués membres de la Cour, permettez-moi de vous expliquer ainsi qu'à la Cour les faits que j'ai vécus ou mes expériences sur les événements qui ont secoué la République centrafricaine et ce que les Centrafricains ont vécu dans leur chair. Je vais vous parler du début de la crise en République centrafricaine en 2012 et le coup d'État de la Séléka. D'abord, la crise centrafricaine n'est pas datée de la période du pouvoir de l'ancien président François Bozizé. Mais je vais m'atteler à la période de mon accusation, Monsieur le Président. Début de la grande crise par la coalition Séléka en 2012,
précisément le 10 décembre 2012. Je n'étais pas à Bangui. J'étais à Tokyo, au Japon, pour la Coupe du Monde du club, dont j'étais membre de la commission d'organisation, où j'ai suivi comme tout le monde à la télévision dans ma chambre d'hôtel. C'est le 22 décembre 2012 que je suis revenu à Paris, où j'ai passé la fête de Noël avec ma famille. Et le 26 décembre, j'étais dans l'avion Air France à destination de Bangui. Après 2 heures de vol, on nous a informé que le vol allait faire demi-tour pour Paris, Charles de Gaulle, parce que la situation sécuritaire à Bangui ne permettait pas l'atterrissage de l'avion. Et ce qui est arrivé, nous sommes revenus à Paris, Roissy Charles de Gaulle, où nous avons été pris en charge par la compagnie, qui m'a fait loger dans un hôtel dans le périphérique de Roissy, et qui a proposé à chaque passager de choisir l'itinéraire pouvant le conduire dans son pays. Moi, j'ai choisi d'aller à Douala, puis de Douala à Bangui. Le lendemain, le 27 décembre, j'ai été embarqué dans l'avion Air France à destination de Douala. Nous avons décollé à 10 heures du matin pour arriver à Douala à 16h20. Une fois arrivé, à la suite de nombreux efforts, j'ai réussi à prendre le seul vol disponible pour Bangui. Le même jour, avec la compagnie Sky Airlines. Une fois à Bangui, il était presque 19 heures. Je sentais une tension dans le pays avec les avancées fulgurantes de Seleka qui commettaient des atrocités à leur passage dans l'intérieur du pays, qui nous avaient été relayés par des radios communautaires et la radio Ndekeluka. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, tous les Centrafricains étaient envahis de peur, ainsi que moi-même. Cette pression de Seleka était permanente sur le gouvernement et la population civile. Et au moment où la radio Ndekeluka avait fait un témoignage horrible en expliquant comment le Seleka décapitait un fonctionnaire qui était en fonction à Bria. Le Seleka lui avait demandé d'abord de ramper comme une chèvre à 4 pattes avant d'être égorgé. Ce témoignage a fait l'effet d'une douche froide à tous les Centrafricains, ce qui a aussi donné lieu à plusieurs manifestations pacifiques demandant à la communauté internationale d'aider les Centrafricains à arrêter la progression de ce cortège de malheurs qui se sont en train de déverser sur le sol centrafricain. Vos honneurs, la manifestation de janvier 2013, j'y étais. J'ai participé pour réclamer la paix pour mon pays et demander au chef de l'État de l'époque, François Bozizé, d'ouvrir un dialogue avec leur leader pour arrêter le pire qui devait arriver au pays. Mais cette initiative provenait de tous les députés de l'époque, raison pour laquelle une marche pacifique était organisée pour soutenir le dialogue prévu à Libreville au Gabon. Les Centrafricains pensaient qu'avec le dialogue,
la situation allait s'arranger. Mais à la fin, il y a un plan bien organisé pour faire tomber le régime de Bozizé. En utilisant toutes les raisons qui leur semblaient propices pour atteindre leur objectif. La rébellion a démarré très soudainement au moment où le gouvernement de Bozizé donnait l'exploitation de l'or noir de la région du Grand Nord pour permettre son développement. Mais la vraie raison qu'on ne veut pas vous faire comprendre était la main invisible qui poussait à cette rébellion. Il y a un aveuglement volontaire du procureur en ce qui concerne les vrais responsables des crises en répétition en République centrafricaine. Votre honneur, les Séléka sont une constitution hybride des mercenaires venant du Tchad, Soudan, Niger et une minorité des Centrafricains de l'extrême nord de notre pays, la République centrafricaine, avec à leur tête Michel Ndotodia. Cette rébellion casse tout sur son passage, tue, viole, incendie, détruit les installations religieuses, les états civils, tous ciblés. Un coup d'État dans notre pays était récurrent, Monsieur le Président, mais jamais jusqu'à ce niveau chaotique. Le centre de la politique, c'est Bangui. Et si Bangui tombe entre leurs mains, c'est fini. Pourquoi envahir tout le pays avec des personnes sans cœur pour mettre à sang et à sac la pauvre population qui n'a rien à voir avec la politique? Pourquoi cible-t-il certaines catégories de personnes, incluant les Gbaya? Ils avaient des revendications précises, Monsieur le Président, comprises de tous les Centrafricains. Je reconnais que l'extrême nord de Centrafrique est plus souvent isolé pendant les saisons de pluie, et cela depuis l'indépendance. Et c'est une légitime revendication faite par les ressortissants de cette région. Mais comment expliquer qu'au moment où le pouvoir de Bangui à l'époque a constaté le problème et a signé un contrat avec la Chine pour explorer et exploiter le pétrole de cette région, en ce moment-là, ils prennent des armes? Je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un ne veut pas que les Chinois exploitent le gisement de pétrole pour le bien du pays et de la région? C'est ce qu'on doit chercher à comprendre. On a profité des élections de 2015 pour sauter sur l'occasion et déclencher cette guerre en République centrafricaine. Mais la question que je me pose, est-ce que c'est vraiment les élections de 2011? À mon avis, c'est non. C'est un plan bien concocté pour déstabiliser le pays. L'opposition n'a jamais accepté un résultat élection en Afrique en général. Et la Centrafrique ne fait pas l'exception. L'opposition préfère l'arme au dialogue. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, ce qui devait arriver arriva, malgré les compromis faits lors du dialogue au Gabon. C'est-à-dire la violation de la ligne rouge de Damara à 75 km de Bangui, la capitale.
J'étais à l'époque premier questeur à au bureau de l'Assemblée nationale. J'ai été sollicité pour diriger le département en charge de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture. Je suis resté 1 mois et demi. Entre-temps, j'étais à mon 2e mandat à l'Assemblée nationale, puis ma position comme président de la Fédération centrafricaine de football. Le dernier événement officiel auquel j'ai assisté, c'était la fête du 15 mars 2013 au complexe 20 000 places, en présence des responsables des institutions de la République. Après, je suis tombé gravement malade, Monsieur le Président. Je ne me sentais plus mes membres. J'ai essayé de me soigner avec les produits pharmaceutiques, mais cela n'a pas fonctionné. Toute ma famille avait décidé que j'allais voir un guérisseur traditionnel. Ma famille était obligée de m'amener dans la Lobaye, à 25 km de Mbaïki, dans un petit village appelé Bombélé, chez un guérisseur traditionnel du nom Guy Maleka. J'ai été accompagné par plusieurs membres de ma famille et de ma belle famille, à savoir Ngaïsona Faustin, mon petit frère, Ngaïsona Frédéric, le second, Ngaïsona Angèle, ma cadette, et ma belle famille, Malessois Dieudonné et Antoinette. Parce que mon état de santé était inquiétant. 3 jours plus tard, ma femme venait de Paris, en France. Elle est partie directement me retrouver. Un jour après son arrivée, au lieu où on me soigne, la radio Ndekeluka parle de l'avancée fulgurante de Seleka sur Bangui, la capitale. Le dimanche 24 mars, à 13 h, la même station de la radio annonce que la capitale a été prise par les Seleka et que leurs véhicules sillonnent dans la ville. Dans la foulée, mon petit frère Ngaïsona Frédéric reçoit un appel de Bangui, lui demandant de me dire de quitter là où je suis parce que les Seleka me cherchaient. Tout le monde était envahi de peur. Il faut quitter obligatoirement là où je suis pour être en sécurité. Le guérisseur traditionnel est allé me chercher de taxi-moto pour me permettre de traverser la forêt jusqu'à la frontière de la République de Congo-Brazzaville. Mais ma cadette a refusé de venir avec moi. Elle préfère retourner à Bangui, à côté de mon père. Et aussi, ma belle famille, monsieur et madame Malessois, sont obligés de retourner à Bangui pour leurs enfants. On était 4 à prendre des taxis-motos pour traverser la forêt sur des pistes très accidentées jusqu'à sur le territoire congolais. Loin dans la brousse, le chauffeur de taxi-moto connaît très bien le chef de poste de la frontière. Donc, il nous amène directement chez lui. Le chef de poste de la frontière m'a reçu. Je me suis présenté et présenté ma famille. Il me dit, ah, j'ai écouté ce qui est arrivé chez vous. Ensuite, il m'annonce que sa femme est une centrafricaine. Et donc, on est de beaux frères. Il
nous a hébergés cette nuit-là, il a constaté mon état de santé. Sans tarder, il est allé chercher des pygmées pour les amener et me soigner toute la nuit. Le lendemain, à 5 heures du matin, il me donne d'autres produits de pharmacopée pour m'aider tout le long de mon voyage. Nous avons quitté le lendemain à 5 heures du matin pour arriver dans un village où une société d'exploitation forestière congolaise était installée. Le village s'appelle Moalé, sur le territoire congolais. À l'entrée du village, il y a un poste de la gendarmerie. On a été contrôlé. Le gendarme qui était là nous a conduits au bureau de la brigade. Arrivé à la brigade, le commandant de brigade adjoint nous a reçus. Nous avons remis nos passeports. Et après, il sort du bureau pour aller parler au téléphone. Il finit la communication, il revient vers nous pour nous dire que les autorités centrales ont donné leur accord pour nous accueillir. Nous sommes restés 2 jours à Moalé avant de nous amener à Eniélé, qui est le centre administratif principal, communément appelé sous-préfecture, où à notre arrivée, nous avons trouvé 6 personnes qui étaient déjà là, par hasard. David Bangal, l'ancien directeur général de la radio Centrafrique. Landry Dépôt, l'ancien directeur général adjoint et actuel directeur général de la gendarmerie à Bangui, avec ses 2 enfants à bas âge. Dieudonné François Batawapi Yepi, l'ancien sous-préfet de Dekwa, avec son fils. Au total, nous étions 10 Centrafricains. À Nilié, nous avons passé une seule nuit. Le lendemain, à 6 heures, on nous a pris dans un pick-up 4x4 pour Ouesso. On était arrivé à Ouesso dans la soirée, où toutes les dispositions étaient prises pour nous faire traverser vers la préfecture. À Ouesso, on nous a amenés dans un hôtel à nos propres frais durant tout le séjour. Une fois installés dans l'hôtel, cette nuit-là, personne n'est revenu vers nous. Ce n'est qu'après 6 jours qu'un officier de la police nationale congolaise est venu nous dire que demain, vous allez être reçus par les autorités. Le lendemain, l'officier de la police est venu nous amener à la résidence du préfet. Et là, à notre grande surprise, on était face à face avec notre ambassadrice feu, Madame Fayanga, et le ministre de l'administration du territoire du Congo-Brazzaville. Une fois les présentations terminées, l'ambassadrice a pris la parole pour nous dire ceci. Les autorités de ce pays n'acceptent pas garder sur son sol ceux qui ont été responsables pendant le régime qui vient de tomber en République centrafricaine. Et donc, vous devez réfléchir rapidement et donner vos destinations finales pour permettre au ministre de prendre une décision. Fin de citation. Chacun de nous avait fait une proposition de destination finale. J'ai dit qu'une fois arrivé à Brazzaville, j'allais prendre des billets d'avion pour moi et ma famille pour aller à Douala, au Cameroun.
David Banga a dit la même chose que moi. Le colonel Landry Despaux et l'ancien sous-préfet ont donné leur destination de la République démocratique du Congo. Une fois que chacun a donné sa destination, elle a dit d'accord, mais a précisé qu'on allait nous suivre jusqu'à ce que nous ayons quitté le sol du Congo-Brazzaville. Nous avons dit d'accord. À la fin, j'ai pris la parole au nom de la délégation pour les remercier pour leur compréhension, tout en leur annonçant que nous allions quitter Ouesso le lendemain de leur visite. Le lendemain, nous sommes arrivés à la gare de bus à 5h10 du matin. Vu mon état de santé, le contrôleur a accepté qu'on monte les premiers. Et à 6h pile, le bus est parti à destination de Brazzaville via Oyo, le village du président de la République du Congo-Brazza, M. Denis Sassou Nguesso, pour arriver à Brazzaville vers 23h. Entre-temps, Laurent Tago m'avait réservé de la place dans un hôtel à 5 minutes de l'aéroport de Brazzaville à pied. Nous sommes arrivés à l'hôtel à minuit. Le lendemain, mon cousin Laurent Tago s'est battu pour me trouver des places auprès de la compagnie Air Camerco. Je lui témoigne ma gratitude et ma reconnaissance ainsi que celle de ma famille. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, l'avion a pris du retard considérable. Et nous avons décollé à 1h du matin avec une escale d'1 heure du temps à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour arriver à Douala à 3h30 du matin. Après les formalités d'usage, nous sommes sortis de l'aéroport pour nous rendre à l'hôtel Lumière à Aqua à Douala, où nous sommes arrivés vers 4h40. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, distingués membres de la Cour, mon exil au Cameroun. À mon réveil, je suis sorti de ma chambre après avoir pris une douche pour avoir un peu de force. Après tout ce que j'ai vécu tout le long de ce trajet douloureux et pénible. Je ne me souviens plus la date exacte à laquelle j'ai quitté l'aéroport de Brazzaville et la date exacte de mon arrivée à l'hôtel Lumière. Ces informations se trouvent dans mon passeport diplomatique que j'ai restitué au ministère des Affaires étrangères. Il contient beaucoup d'informations sur mes multiples déplacements quand je suis arrivé au Cameroun. À l'hôtel Lumière, j'ai retrouvé le consul par intérim, M. Denis Doumbia, qui était assis et m'attendait avec certains Centrafricains et mes amis du Cameroun, à savoir Boni Philippe, un journaliste qui travaille sur Canal 2 international à Douala, mais dont la famille est à Yaoundé. Dieudonné Mafou, avec qui je faisais des affaires depuis une longue année. Chidi Cyprien, qui est aussi un homme d'affaires au Cameroun d'origine nigérienne. Toutes ces personnalités étaient là pour m'attendre. Je les ai trouvés dans une ambiance de soulagement, de joie. Pour eux, me voir en personne a fait disparaître leur angoisse. Je suis resté échanger même mes aventures avec mes amis. Tous me disaient qu'ils avaient une boule au ventre parce qu'ils n'avaient aucune information sur moi et que mon téléphone ne passait pas. Votre honneur, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, il y avait
le problème de titre de séjour français de ma femme qui était restée à Bangui. Sous la pression de nos enfants à Paris, nous avons décidé de remonter sur Paris. Mais ma femme avait laissé son titre de séjour français à Bangui chez sa grande sœur. Il nous fallait cette carte avant de pouvoir voyager. Et quand mon frère Aboubakar Hadi a tout fait pour aller chez ma belle-sœur et récupérer pour nous les envoyer à travers un commerçant centrafricain qui venait à Douala pour faire ses affaires. Et aussi les états de santé de mon petit frère Ngaïsona Barnabé et de ma cadette Angèle Ngaïsona me préoccupaient beaucoup. Pour moi, il fallait absolument les faire sortir du pays pour surveiller leur état de santé. Comme mon père avait déjà pris de l'âge et n'avait pas de force et de moyens pour s'occuper d'eux, en prévision de l'arrivée en masse de ma famille de Bangui, j'ai sollicité l'aide de mon ami, j'ai donné ma foi pour m'aider. Aider mon petit frère Faustin Ngaïsona à la recherche de 2 maisons à louer. C'est ce qu'il a fait pour moi. Il m'a trouvé une maison à Deido, à Douala au Cameroun, et un appartement à Ndokoti, à Douala. Arrivé à Paris, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, je suis resté presque 3 semaines. J'ai reçu coup de téléphone de Faustin Ngaïsona, de l'arrivée de mon petit frère Ngaïsona Barnabé, qui était déjà sérieusement malade, et qu'il avait trouvé la maison que j'avais laissée consigne de chercher avant de quitter. Il m'a aussi demandé de revenir rapidement pour m'en occuper. J'ai expliqué la situation à ma femme et mes enfants, la nécessité d'aller rapidement à Douala au Cameroun. Pendant mon séjour, j'ai reçu la visite impromptue de M. Joachim Kokaté. Quand il a sonné à la porte, c'est mon fils, Ngaïsona Luther, qui lui avait ouvert la porte et lui a indiqué le salon où j'étais assis. Il était dans tous ses états, Monsieur le Président. Je lui ai dit que l'essentiel était qu'il soit en vie et qu'il a eu la chance de ne pas être à Bangui au moment des événements. Je lui ai montré à quel point j'ai fondu. Il m'a dit, je cite, « Mais ces gens-là sont des diables. Je les connais. Je les connais très bien. S'ils m'avaient trouvé à Bangui, ils m'auraient découpé en petits morceaux après ma déclaration contre eux à Brazzaville. C'est Dieu qui m'a envoyé faire cette mission. » Fin de citation. Tout le temps qu'il fut chez moi, il m'a demandé si j'avais des nouvelles de l'ancien président François Bozizé. J'ai informé Kokaté que le président était à Hôtel Litton selon les informations que j'ai reçues. Il me demande comment il pourrait faire pour aller lui rendre visite. Je ne lui ai pas répondu sur sa préoccupation. Nous étions seulement 2 à table. Je lui ai demandé comment tu as fait pour avoir mon adresse. Kokaté m'a expliqué qu'il avait obtenu mon adresse par l'entremise de son ami Basile Kondogbia, le père de l'international Kondogbia. Et là, je n'ai jamais... Kokaté s'est levé et parti. Je n'ai jamais tenu une réunion avec Kokaté, ni en France, ni au Cameroun. Un jour à Douala, il m'a appelé pour m'inviter au port de Douala pour aller manger
avec Koyagbele. Il était avec Koyagbele. J'ai refusé. Le reste de ses activités durant cette période, je ne connais absolument rien. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, je connais Kokaté au gouvernement à l'issue de l'accord de Libreville au Gabon. Quand il est sorti de la rébellion de Séléka pour venir les trahir au gouvernement de Bozézé à l'époque, et qu'on lui a demandé d'aller faire une déclaration à Libreville. C'est comme ça qu'il est parti ensemble avec Abakar Sabon, Iringui le Gaillard et d'autres personnes pour aller s'opposer au leader Séléka. Et à leur retour, en échange, il a été nommé ministre au gouvernement sur le plan protocolaire. Kokaté vient avant moi. Il était en déplacement officiel quand les Séléka ont pris Bangui. Il est resté en France, mais je ne sais pas dans quelle ville. Quand il était en Djamena pour représenter les résistants anti-Balaka, je n'en sais rien du tout, Monsieur le Président. Pendant cette période, si je n'oublie pas, j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire. De retour à Douala, j'ai reçu le coup de téléphone de Fossin m'informant de l'arrivée de mon petit frère. Je m'excuse. Je suis ensuite reparti à Douala le 14 mai. Avant que je n'arrive à Douala, mon ami était déjà arrivé avec ma première fille. Dès que je suis arrivé, je suis allé les rejoindre à l'hôtel Somatel. Je venais voir ma famille qui est maintenant dans une maison clôturée que j'ai louée dans le quartier d'Edo, à côté de Grand Moulin à Douala. Il y avait au total 28 personnes dans cette maison. Là où moi, j'avais pris mon logement dans le quartier d'Okoti, derrière le collège Larousse Belle-Vie. En tout, il y avait 10 personnes dans mon logement. Donc 4 enfants étaient inscrits à l'école. Et dans la grande concession, où se trouvait la plupart de la famille, avec 15 enfants qui étaient scolarisés. Il y avait un poids énorme sur moi, sur mon épaule, Monsieur le Président. Au fur et à mesure que la situation se détériorait à Bangui, beaucoup de gens arrivaient au Cameroun en fuyant la tuerie de la Séléka. C'est comme ça que j'ai accepté d'héberger l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Madame Bernadette Sayo. Et après, j'ai aussi accueilli la chef du quartier, Issa, de Bora, Madame Ibrahim, qui était avec nous pendant presque un mois au moment du décès de ma cadette Gaïsona Angèle. Tout ce monde était dans la maison, qui heureusement était clôturée. Certains dormaient au salon, d'autres sous la véranda. C'était très difficile, mais ce sont des êtres humains. J'avais l'obligation de supporter leur poids sur moi avec le peu de choses dont je disposais pour ma famille. Je l'ai aussi fait pour les Centrafricains qui venaient me voir, qui venaient vers moi. Parfois, ma famille hébergeait certaines personnes dans la grande construction familiale à Deodo sans que je n'ai eu connaissance. Pour les villas dont on parle, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, je n'ai jamais acheté une seule maison au Cameroun.
je n'en ai pas. J'ai seulement loué une maison pour ma famille et un appartement pour moi et les autres membres de ma famille. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, à mon retour de France le 14 mai, après avoir installé toute la famille, j'ai eu comme obligation l'organisation de matchs entre le Centrafrique et l'Afrique du Sud. J'étais donc obligé de faire un déplacement à Yaoundé, où se trouve le siège de la Fédération camerounaise de football. Vu que je devais négocier avec la fédération pour obtenir son aide, pour des dispositions à prendre pour mieux accueillir nos hôtes qui viendront de l'Afrique du Sud. C'était vers le 16 ou le 17 mai. Rester à Douala ne m'aiderait pas à mettre tout en œuvre pour le bon déroulement de cette compétition. C'est dans ce contexte que j'ai décidé d'aller à Yaoundé temporairement pour la compétition. Mais avant de partir à Yaoundé, j'ai au préalable demandé à M. Boni Philippe de me réserver un appartement temporaire d'1 mois à louer pour me permettre d'organiser le match. Boni m'avait loué une maison située à proximité du complexe Yannick Noah, le franco-camerounais, le tennisman, dans le quartier Tongolo, à Yaoundé. C'était là que je suis resté jusqu'à la rencontre Afrique du Sud. Lorsque j'étais à Yaoundé pour le match, la situation de santé de mes cadets se sont détériorées. Une fois le match terminé, vers le 13 juin, j'avais expliqué à Boni que j'allais repartir pour retrouver mes cadets sérieusement malades. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, ma sortie de la République centrafricaine n'était pas prévue. C'est un cas de force majeure. Je suis sorti sans les moyens nécessaires pour me prendre en charge, ainsi que ma famille en France. Aussi, mon père qui était resté à Bangui, avec les enfants de mon grand frère décédé depuis 2002. Vous pourrez voir que la Confédération africaine de football, à l'époque du feu président Issa Hayatou, m'avait fait un don humanitaire de 20 000 $ américains. Et la FIFA, à son tour, m'avait envoyé la même somme. Ces sous m'ont permis, d'une part, d'aider ma famille et la scolarité des enfants en France, à Douala. Et la grosse part a servi pour la santé de mes cadets, dont je ne suis pas arrivé à sauver leur vie, Monsieur le Président. Mais j'ai aussi reçu des petites aides de gauche à droite qui m'ont permis de survivre pendant mon exil. Plusieurs fois, j'ai appelé Kolios Bertrand pour m'envoyer de l'argent. Et aussi Célestin Yanindi. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, Kolios servait d'intermédiaire entre moi et l'ancien directeur général adjoint de la Banque Maroco-Centrafrique, Monsieur Ali Chaïbou. Aujourd'hui, il est le directeur national de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, parce que ce dernier préférerait que je ne l'appelle pas directement pour lui éviter les ennuis, parce qu'il est le petit frère de Ndoto Dia. Voilà la raison pour appeler Kolios, parce que Kolios servait d'intermédiaire. Cela n'a rien à voir avec le soulèvement populaire pour la résistance des Centrafricains. Je souhaiterais vous dire
que je n'ai jamais reçu de la part de l'ancien président Bozizé un seul centime. J'aidais parfois ceux qui sont restés après lui à la villa du Golfe. Si j'ai quelque chose en main, deux fois ils m'appelaient parce qu'ils n'ont rien à manger. Et si l'électricité est coupée à la maison, je venais payer pour eux par sentiment d'humanisme et sans contrepartie. Ce qui est vrai est que la situation de mon pays me préoccupait beaucoup. De le voir pris en otage par un cortège de mercenaires étrangers qui comptaient ses fils et filles en exil à l'étranger. C'était une situation très préoccupante pour tous les Centrafricains, de toutes les régions, de toute ethnie, parce que la crise a touché toutes les régions de Centrafrique. Si on veut me reprocher d'avoir aidé des personnes, j'accepterais volontiers, Monsieur le Président. Mais c'est ma nature et c'est comme ça que mon père et ma mère m'ont élevé et éduqué. Je n'ai pas été élevé ni éduqué dans la violence. Ma famille ne m'a jamais appris la violence verbale, ni la méchanceté, ni la haine. Je n'ai pas de haine dans mon cœur vis-à-vis de mon prochain. Parce que pour moi, le sang d'un innocent n'a pas de prix et est très cher devant Dieu. Et pour moi, c'est hors de question de pousser quelqu'un à faire du mal à son prochain. Quand j'étais au Cameroun, j'effectuais beaucoup de déplacements, Monsieur le Président, pour le football, pour aller voir ma famille en France, mais aussi en Côte d'Ivoire et à l'intérieur du Cameroun. Je faisais de temps en temps la route pour acheter des réserves de nourriture pour ma famille. À l'exemple de manioc, de gombo, de jus, de viande fumée, les plantains, igname, taro, etc. Pour tous mes déplacements hors du Cameroun, vous trouverez les preuves dans le passeport que j'avais à l'époque et même dans le passeport diplomatique qu'on a demandé et qu'on attend toujours, malgré tous les efforts de mon équipe de la défense pour obtenir ce document en vain. La demande de coopération demeure toujours lettre morte, Monsieur le Président. Jusqu'à ce jour, ce passeport diplomatique est mystérieusement égaré ou disparu, alors que c'est seulement en 2016 que j'ai restitué. Au niveau de l'aéroport de Douala, c'est là que j'effectuais tous mes déplacements quand j'étais au Cameroun. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, au Cameroun, je n'ai jamais croisé Poussou Adrien, Hissène Zokoué, Wango Martial, Gana de Koengerson, Yakite Lévy, Eugène Ngaïkossi ou encore Gallo Martial. Il est vrai que j'ai croisé beaucoup de Centrafricains, ressortissants centrafricains à Yaoundé, quand j'étais là-bas pour préparer notre rencontre de football. À Douala, beaucoup de Centrafricains en difficulté venaient me voir pour une aide. J'y répondais volontiers à l'époque si j'avais sur moi un petit moyen. Il y a beaucoup de Centrafricains qui sont venus m'assister pendant le décès de mon petit frère, Ngaïsona Bernabé, au mois de juillet, et celui de ma cadette Ngaïsona Angèle, début septembre 2013. J'ai fait conserver le corps à la morgue de Dédou à Douala. Parce que lorsque, au mois de juillet, j'avais envoyé le corps du défunt Ngaïsona Barnabé,
son corps a été profané à l'aéroport par les Séréka à son arrivée à l'aéroport Bangui Poko. Raison pour laquelle je ne voulais plus subir une deuxième fois la profanation du corps d'un membre de ma famille. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, réunion à Paris. Je vais maintenant vous expliquer que la réunion à Paris ou la réunion de Frouca était sortie. Comme ma famille en France ne pouvait pas venir assister à la cérémonie de décès de mon petit frère Ngaïsona Barnabé, faute d'argent, j'ai été obligé d'aller à Paris, en France, pour partager ce moment de douleur avec eux vers fin du mois de juillet. Quand je suis arrivé à la maison à Saint-Pierre-du-Perin, il y avait des ressortissants centrafricains qui étaient venus, très nombreux m'assister. Il y avait des informations qui circulaient qu'un rassemblement se prépare à Paris, où tous les ressortissants centrafricains étaient invités. Moi, ce qui m'a rassuré, c'est l'un Banou Kepa, que je connaissais avant, car il était notre avocat pour les démarches de régulation des titres de séjour français de ma famille. M'avait appelé pour m'informer de ce rassemblement. Arrivé sur le lieu de la réunion qui s'est tenue le 3 août, j'ai vu beaucoup de Centrafricains de différentes ethnies, religions y compris, l'un Banou Kepa, Jean-Cher de Wafio, le commandant Kombo, la trésorière générale de KNK Adja Maboula, M. Goubo Guillaume, François Bozézé, Francis Bozézé et Socrate Bozézé, et bien d'autres personnes dont je ne me souviens pas. On était presque une trentaine. Je ne me souviens pas très bien là aussi. Il n'y avait pas d'ordre du jour préparé, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. L'un Banou Kepa a pris la parole pour expliquer qu'il a lui-même initié ce rassemblement, que la situation de notre pays nous interpellait tous et que comme le président Bozézé était en France, il serait peut-être reçu par les autorités françaises et que la contribution de l'ensemble des Centrafricains sur place pourrait être utile aux démarches du président. Fin de citation. Il s'interrogeait sur comment peut-on faire pour attirer l'œil de la communauté internationale sur la situation chaotique du pays. C'était l'un Banou Kepa qui a sorti l'idée. Ici en Europe, pour faire attendre une voix, il faut avoir un statut juridique qui nous permettra de frapper à toutes les portes des autorités politiques en France et en Europe. Voilà l'explication qui nous a été donnée. Après l'un Banou Kepa, le président Bozézé avait pris la parole pour dire qu'il pense que ce que vient d'être dit par Maître Lin est correct et cohérent. Plusieurs personnes ont pris la parole. Moi, je n'ai pas parlé durant toute la réunion. Ce que je sais, c'est que M. Goubo Guillaume a pris la parole pour dire, Président, c'est mieux d'avoir une structure sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour mener nos démarches. Fin de citation. À ce moment-là, tout le monde a trouvé la proposition très importante. C'est ici qu'est née la dénomination Frouca, qui a pour mission de collecter des informations
sur ce qui se passe en République centrafricaine et d'en informer la communauté internationale et les missions diplomatiques. Aucune évocation militaire était dite pendant cette réunion-là, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Ce n'est que l'aspect diplomatique et politique qui ont été évoqués. C'est l'unique réunion à laquelle j'ai participé à Paris. Et à cette époque-là, je ne connaissais pas Poussou. Est-ce qu'il était là? Je n'en sais rien. C'est la première et la dernière fois que j'ai assisté à une réunion à Paris, en France. Sinon, j'ai simplement profité de mes voyages dans le cadre de football pour prolonger mes séjours à Paris pour être avec ma famille. S'agissant de prétendues réunions de soi-disant cercle de Bozézé, je n'en sais rien là-dessus, plus qu'où séjournait le président Bozézé à Paris. À l'époque, je ne connaissais pas Maxime Mokom, donc je ne peux pas parler de Maxime Mokom. Et je n'ai jamais croisé l'ancien directeur général de la BEAC à Paris, Yvon Songué. Voilà la vérité, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Même si on veut tordre la réalité, je pense qu'ici en Europe, rien ne peut échapper à l'attention si on a la volonté de connaître la vérité. Et le procureur aurait dû chercher à savoir où séjournait l'ancien président Bozézé à Paris pendant cette période et aussi demander à l'hôtel où il était si Ngaï Sona était passé dans cet hôtel. Et aussi, il y a des mesures de sécurité dans ce lieu. Au mieux demander de consulter les vidéosurveillance, comme à Yaoundé, au Cameroun, pour un support solide de témoignages de Poussou. Aussi, quand Poussou vient dire qu'ici, qu'il était en contact téléphonique avec moi, même pas un jour, ni en rêve, c'est faux. C'est très facile de vérifier si en 2013 j'ai appelé une fois Poussou et vice-versa. Vous n'en trouverez pas, même jamais, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. À aucun moment de cette période, vous ne trouverez une quelconque communication avec un certain Poussou. En plus, je ne fréquente pas de café, ni bar. Et à aucun moment pendant cette période, je n'ai été dans des cafés sur les Champs-Élysées à Paris. Une fois de plus, le procureur pourrait vérifier la géolocalisation et d'emplacement téléphonique de nos deux téléphones. Si j'étais un jour avec Poussou à un endroit dont il parle. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, un jour, j'ai reçu l'appel de Limbanou Kepa, qui était, quand j'étais à Douala. Il me dit qu'il avait collecté des informations sous forme de mémorandum qu'il avait voulu envoyer au secrétaire général des Nations Unies à New York, mais que la personne qui avait porté le mémorandum nous a trahis. Il m'explique qu'Yvon Songué avait été proposé pour déposer le mémorandum, mais que Socrate Bozézé avait fait une présentation d'un certain Poussou qu'il considérait comme quelqu'un ayant de connaissances aux Nations Unies et qu'avec lui, on aurait plus de chances que le mémorandum arrive entre les mains du secrétaire général des Nations Unies. L'un a poursuivi en disant que quand Poussou était arrivé à New York, il avait fait livrer
le document au Premier ministre de la Séléka, plutôt qu'au secrétaire général des Nations Unies. J'ai remarqué que c'était encore une fois Socrate. Il allait toujours trahir son père avec ses cousins. C'est très malheureux, ce que j'ai dit. C'était la première fois que j'entendais le nom de Poussou. Et la première fois que j'ai eu contact téléphonique physique avec Poussou, c'était quand il était nommé à la primature par le Premier ministre Mahamat Kamoun en 2014, où le Premier ministre Kamoun lui avait remis mon numéro de téléphone pour qu'il m'appelle. Et j'ai profité pour enregistrer son numéro. Vous pouvez voir dans mon répertoire téléphonique. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, la période de la démission de Ndoto Dia. Je souhaiterais aborder brièvement mon court séjour à Yaoundé pour retirer mon visa. J'ai aussi trouvé Bernard Mokom à Yaoundé. Il est l'enfant d'une femme de mon village de Nana Bakassa. On s'appelle cousin au sens large, mais en réalité, nous n'avons pas de liens familiaux. On se croisait parfois dans la rue, on discutait. Mais à cette période, je ne connaissais pas ses enfants. Un jour, vers la fin novembre, début décembre, je suis allé à Yaoundé retirer mon visa pour aller au Maroc, dans le cadre de l'organisation de la Coupe du monde des clubs à Marrakech, qui devait débuter le 7 décembre 2013. Et comme il était en difficulté financière, il m'a demandé de lui donner un peu d'argent pour acheter de crédit de son téléphone. Ce jour-là, il voulait appeler une personne et il n'avait pas de crédit. Et comme j'étais avec lui, je lui ai donné mon téléphone. Il s'est détaché de moi pour parler au téléphone. Une fois sa discussion terminée, il me dit « Cousin, ton petit-fils veut te saluer. » J'ai pris le téléphone. Et c'est la première fois de ma vie que je parlais à Maxime Mokom. Il a dit « Ata ». Ata en sango, en français, veut dire que grand-père. Je lui disais, j'ai dit aussi, Ata, comment vas-tu? Il me répond, ça va un peu, mais qu'il a faim. Je lui ai répondu que la situation était très difficile un peu partout. Il me dit que son papa lui avait expliqué ce qui était arrivé à vos cadets, leur décès. À la fin, je lui ai demandé si je pouvais garder son numéro, ce qu'il a accepté, raison pour laquelle son numéro se trouve dans mon répertoire. Pas autre chose, Monsieur le Président, parce que je ne connais pas personnellement ni sa qualité, encore moins sa profession. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève pour savoir s'il a un passé militaire. Mais quand je suis de retour à Bangui, le 14 janvier 2014, je ne le vois pas. Il est arrivé seulement en février. Vos honneurs, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, une chose que je tiens à préciser devant vous, Monsieur le Président, concernant ma relation avec Mokom Bernard. À Bangui, on se voit très rarement parce que chacun avait son boulot. Il est le petit frère cadet de François Bozézé. Il a passé un sale moment sous son régime. Bozézé l'avait jeté en prison avant d'être libéré après 1 an et quelques mois. Et donc, même au Cameroun, quand j'étais à Yaoundé pour préparer le match contre l'Afrique du Sud,
Il venait me voir pour se plaindre sur sa situation. Et je lui venais en aide de temps en temps. Et même, 2 fois solliciter mon téléphone pour communiquer. Et je lui donnais. Voilà pourquoi, s'il a des difficultés, je lui viens en aide, non seulement à lui, mais à tous les Centrafricains exilés qui venaient vers moi, si j'en ai la possibilité. Pour finir sur la situation de visa, je suis allé à l'ambassade du Maroc avec le conseiller économique de l'ambassade de la République centrafricaine à Yaoundé pour le retirer. Une fois retiré, je me suis retourné immédiatement à Douala. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, concernant l'attaque de 5 décembre, tous les médias français, camerounais, centrafricains parlaient depuis longtemps de l'attaque imminente du 5 décembre. Ce n'est pas quelque chose de caché. Après l'attaque, tout le monde appelait leurs proches et cherchait à s'informer sur sa famille et sur la situation en général à Bangui. Le 7 décembre 2013, j'ai pris le vol pour Air France à destination de Marrakech via Paris-Charles de Gaulle. Je suis resté jusqu'au 22 décembre 2013. Ce qui correspondait à la fin du tournoi. Je suis rendu directement ensuite à Paris pour passer la fête de Noël avec ma famille. Après la fête de Noël, j'ai souhaité passer la fête de fin d'année avec l'autre partie de famille qui se trouvait à Douala. C'est donc le 28 décembre 2013 que je suis revenu à Douala. J'ai passé la fête de fin d'année avec ma famille avant d'aller en janvier pour voir mes amis de la Fédération ivoirienne de football à Abidjan, afin de solliciter leur aide. C'est de Côte d'Ivoire que j'ai vu à la télévision, France 24, que le chef de la CELIC, Michel Ndotodia, avait démissionné. En N'Djamena, au Tchad. Immédiatement, j'ai commencé à appeler les gens à Bangui pour m'informer de la situation dans mon pays. J'ai appelé aussi membres de ma famille et aussi l'ancien ministre d'État, le feu Syriac Gonda. Après Abidjan, j'ai quitté Abidjan pour Douala. J'ai commencé à réfléchir à comment repartir dans mon pays. Mon petit frère, le colonel de la douane, Gonifio Alba Fulbert, m'a rassuré en me disant que je pouvais rentrer sans crainte, que la situation était calme. Or, avant cet appel, j'avais reçu l'appel de Winézu Sébastien pour me dire de descendre parce qu'il avait reçu la visite des Blancs et qu'il lui avait demandé qui devait diriger le pays si Ndotodia démissionnait. Aussitôt, il a pensé à moi. Et c'est pourquoi il lui avait demandé de me dire de revenir rapidement. Je lui ai demandé, Monsieur le Président, pourquoi moi? Il m'a répondu qu'il leur a fait comprendre que j'étais très aimé des jeunes dans le pays à raison de mon rôle dans le football et que je pourrais ramener la paix et la cohésion sociale très rapidement, raison pour laquelle il m'appelait. Je lui ai demandé de me laisser un peu de temps pour réfléchir à ce qu'il vient de me dire. Après avoir raccroché, j'ai essayé de constater certaines personnes à Bangui pour avoir leur point de vue
J'ai partagé mes interrogations avec certains membres de ma famille à Douala, en France, avant de décider de rentrer à Bangui. Mon père ne pouvait plus vivre librement à Bangui après mon exil. Lui et le reste de la famille étaient terrorisés par les Séléka. Ils ne vivaient plus dans la concession familiale. Il avait fui la maison pour se réfugier vers le quartier d'Amala, à Bangui, où il a continué à être pourchassé. Ne pouvant plus continuer à vivre à Bangui, il a fui pour se cacher à Bossangwa chez mon grand frère, Wile Bozumna Célestin. La situation là-bas était tout aussi intenable. J'ai été informé de la situation de Bossangwa par l'ancien ministre d'État Sirak Gonda. Et comme il était nommé à l'Assemblée nationale de transition, je l'ai supplié de tout faire pour aller le chercher et le ramener à Bangui chez lui et le protéger. C'était vers octobre 2013, environ 2 semaines après l'attaque de Bossangwa. C'est ce qu'il a fait en prenant beaucoup de risques. Il a réussi à retrouver mon père à l'évêché et le prendre dans le véhicule pour Bangui. En route, mon père a failli être tué. C'est finalement grâce aux forces internationales de la MISCA qui les ont accompagnés que mon père a eu la vie sauve. Arrivé à Bangui, mon père a refusé de dormir chez Gonda parce qu'il considérait que, en route, quand le Séléka le menaçait, personne n'avait rien fait pour le défendre. Donc mon père a préféré rester dans le quartier Boerab, mais ne dormait pas à la maison. Il dormait chez les gens de bonne volonté dans le quartier, jusqu'à la démission de Noto Djamena au Tchad. À partir de là, il retourne dans la maison familiale. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je vais parler de mon retour à Bangui. Concernant le motif de mon retour, je suis vraiment consterné d'attendre ici, dans le récit du procureur, que mon retour à Bangui, dans mon propre pays, était pour cause des résistants appelés anti-Balaka. Monsieur le Président, sauf si je ne suis pas centrafricain. Selon la constitution de mon pays, la République centrafricaine, nul ne peut être contraint à l'exil. Non seulement ça, mon père est resté dans le pays. Il subit des persécutions de Séléka. Cela a beaucoup joué sur moi en exil. Malgré que j'essaie de le persuader de sortir et me retrouver au Cameroun, il y refuse. Il me dit qu'il préfère mourir dans son pays. J'ai perdu ma mère. Et maintenant, il ne reste que mon père. Est-ce que dois-je l'abandonner? On n'achète pas ses parents, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Déjà presque 10 mois que je me suis séparé de lui par la force et que je trouve une occasion, une opportunité pour le retrouver parce que je suis son seul soutien. Et comment je ne pouvais pas sauter sur une occasion pour revenir auprès de mon seul papa que j'ai quitté dans des conditions qui ne dépendent pas de ma volonté. Sauf un enfant insensé ne peut le faire. Aujourd'hui, je l'ai perdu parce que je ne suis pas à côté de mon père. Pour m'occuper de lui, de sa santé, de son alimentation et toute autre chose.
Si on dit aussi que je suis retourné à Bangui pour rejoindre les résidents anti-Balaka, je dis non. C'est complètement exagéré et absurde. Ces résistants, ce sont eux qui sont venus auprès de moi, ma modeste personne, me demander de les aider à porter leurs cris auprès des autorités centrafricaines et internationales. Et que j'ai estimé que le devoir m'appelle pour sauver ma patrie. Ce sont eux qui sont les témoins de l'intérieur des résistants appelés anti-Balaka, qui sont venus vous expliquer mon rôle devant votre chambre, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Et non, ce qu'on a fabriqué et qui, à aucun moment de ma vie, je ne les ai connus. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je fais ce travail avec amour pour amener la paix et aller aux élections de 2015-2016, au péril de ma vie. Je suis rentré le 14 janvier, avant même de quitter Douala. J'ai demandé à mon petit frère le douanier, Gonifio Abba Fulbert, de m'acheter un matelas et une natte, et aussi de regarder chez mon père si je pouvais avoir une chambre, parce que ma maison a été détruite par les Séréka. Et j'ai aussi informé Ouénézu Sébastien de mon retour à Bangui. Je suis rentré à bord de la compagnie Sky Airlines. Arrivé à Bangui, on m'a fait sortir par le salon VIP où j'ai trouvé Ouénézu Sébastien, adjudant Bafio, adjudant-chef Koissé Théodore, le président du parti MSK, Willy Bona, qui était venu à la demande de feu ancien ministre d'État Sira Gonda. Il m'a pris à bord de son véhicule pour m'emmener à la maison chez mon père. Sur ce, Monsieur le Président, si vous acceptez de prendre une pause maintenant, et peut-être à la deuxième session, je pourrai continuer. Of course, Mr. Gaisona, I had the same idea, to be honest. Let's have a break until 11:30. All right, we will have